Professeur Olivier Lérez, bonsoir. Vous êtes professeur en cardiologie au CHU de Toulouse. Vous êtes spécialiste des cardiomyopathies et de l'imagerie cardiaque. Et vous êtes également directeur de la recherche et de l'innovation au CHU de Toulouse. Bienvenue parmi nous. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté de participer à cette 26e édition du Congrès international de la Société algérienne de cardiologie et qui coïncide avec le 50e anniversaire de la société. Donc, durant ce congrès, vous avez participé durant une très belle session sur l'insuffisance cardiaque où vous avez fait une très belle présentation sur un sujet à thème très intéressant qui est l'amylose cardiaque. Alors, l'amylose cardiaque, professeur Lérez, diriez-vous que c'est une maladie qui est fréquente ? Alors, bonsoir et merci pour cette invitation. Alors, pour répondre à votre question, oui, je pense que c'est une pathologie fréquente. À titre d'exemple, si vous prenez les séries autopsiques de patients de plus de 85 ans, vous trouverez 25% de dépôt d'amylose à transthyrétine. Et ce pourcentage peut atteindre plus de 60% chez les patients de 100 ans. Donc on voit que c'est quelque chose de fréquent, qui n'en fait pas forcément une pathologie. Alors si on s'intéresse à la pathologie, eh bien c'est 15% des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est 15% des patients qui ont une sténose aortique serrée. Donc on voit que ce sont des patients qu'on a en permanence autour de nous. Et donc c'est fréquent. Ça peut atteindre 2% des troubles conductifs de haut degré. Donc effectivement, comme vous venez de le dire, c'est finalement une maladie assez fréquente, d'autant que vous dites qu'on la retrouve chez 15% de nos malades en insuffisance cardiaque AFE préservée et dans les rétrécissements aortiques, et c'est des pathologies qu'on voit assez fréquemment en pratique courante. Donc moi, dans ma pratique courante, qu'est-ce qui doit me faire suspecter une amylose cardiaque quand je reçois ce genre de malade ? Alors je crois que l'amylose est avant tout une pathologie du clinicien et donc il faudra premièrement interroger le patient à la recherche d'antécédents familiaux de cardiopathie bien sûr, mais pourquoi pas de neuropathie qui doivent faire suspecter une amylose cardiaque à transthyrétine. Et puis ensuite, évidemment, ça va être l'examen clinique qui va me faire suspecter cette pathologie, avec bien évidemment des signes d'insuffisance cardiaque ou de neuropathie, dans le cas de l'amylose cardiaque à transthyrétine, mais également des signes classiques comme du purpura périorbitaire ou une macroglossie, que l'on voit plutôt dans les amyloses AL. Et puis ces fameux drapeaux rouges dont on entend de plus en plus parler, comme par exemple un canal carpien, particulièrement si c'est un syndrome du canal carpien bilatéral, opéré ou pas, un canal lombaire étroit ou une rupture du tendon bicipital. Ensuite, bien évidemment, on aura recours aux examens paracliniques. Et parmi les examens paracliniques, il y a des choses très simples, l'électrocardiogramme avec des troubles de la conduction, un microvoltage, et puis la fibrillation atriale, qui est une arythmie très classique dans l'amylose cardiaque. Et puis, bien sûr, l'échocardiographie, qui est un examen essentiel pour le cardiologue et qui va nous permettre de suspecter facilement la pathologie, avec bien sûr de l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui n'est pas si marquée dans l'amylose AL, et puis un épaississement, pourquoi pas, des valves du ventricule droit. Et cet aspect maintenant bien décrit, qui est cet aspect de gradient bas-apex sur les paramètres de déformation, qui est un aspect qui doit laisser évoquer, en tout cas qui est très évocateur, d'une amylose cardiaque, que ce soit à transthyrétine ou d'une amylose cardiaque à chaîne légère. Alors, comme vous l'avez dit, l'échocardiographie est un outil important pour suspecter une amylose cardiaque. Et nous, dans notre pratique courante, on utilise justement de plus en plus cette imagerie de déformation. Vous venez de parler de cet aspect en cocarde dans l'amylose cardiaque. Est-ce qu'il est spécifique de cette amylose ou dois-je suspecter d'autres maladies ? Y a-t-il d'autres pathologies qui peuvent me donner cet aspect en cocarde ? Alors, c'est une bonne question. Vous avez raison d'utiliser les paramètres de déformation en échocardiographie, car c'est ce qui permet d'améliorer la performance de l'examen. Ceci dit, cet aspect en cocarde, ce gradient bas-apex, n'est pas spécifique de l'amylose cardiaque, bien que pendant longtemps on ait dit que c'était spécifique. À titre d'exemple, vous allez le retrouver dans à peu près un tiers des rétrécissements aortiques serrés, en l'absence d'amylose cardiaque, et ce sur des données confirmées par une scintigraphie osseuse ou des biopsies. On peut également le retrouver, et c'est de plus en plus décrit, bien que non publié, dans l'insuffisance rénale chronique, probablement, mais encore difficile à expliquer, du fait des calcifications de l'anneau mitral qui vont réduire la déformation de la base du ventricule gauche. On peut le voir aussi dans certaines pathologies de Fabry évoluées. Et donc vous voyez donc qu'on est loin d'être spécifique de l'amylose cardiaque. Je rajouterai qu'en termes de sensibilité, un tiers des amyloses cardiaques n'ont pas ce gradient bas-apex, qui est un paramètre, en tout cas un marqueur plutôt tardif de la pathologie.
Très bien. Donc, on assiste ces dernières années à un regain d'intérêt pour cette maladie. Y a-t-il du nouveau, justement, dans le traitement de l'amylose cardiaque en 2022 ? Alors je pense effectivement que ce regain d'intérêt est dû à l'arrivée de thérapeutiques. Jusqu'à présent, nous avions une adaptation du traitement cardiologique en contre-indiquant les bêta-bloquants, en évitant les hypotenseurs en cas de dysautonomie, en limitant les chronotropes ou en adaptant une thérapeutique à des troubles de la conduction de haut degré par la mise en place d'un stimulateur cardiaque. Ceci dit, depuis 2018, on a des thérapies dites ciblées qui vont permettre de cibler le processus amyloïde avec notamment le tafamidis dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, qui est un stabilisateur du tétramère et qui va permettre de stopper ou en tout cas ralentir le processus amyloïdogène. Et puis, avec une étude ATTRACT d'ailleurs qui est très intéressante puisqu'elle montre pour la première fois une diminution et de la mortalité et du nombre d'hospitalisations dans cette pathologie. Les molécules prometteuses qui arrivent sur le marché sont notamment les ARN interférents et ARN antisens, qui sont des molécules qui vont bloquer l'ARN messager et empêcher la traduction de la protéine, qui vont permettre de stopper la production de cette protéine et donc stopper le cours évolutif de la pathologie. Et puis beaucoup d'espoir également sur les anticorps monoclonaux qui, on l'espère, pourront enlever les fibrilles amyloïdes du cœur. Et enfin, quand même signaler également que dans l'amylose AL, il existe de nombreuses et nouvelles thérapeutiques extrêmement prometteuses qui font qu'aujourd'hui, l'amylose AL est une pathologie traitable et curable. Professeur Lerès, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour ces informations très instructives et nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté de participer au CISAC 2022. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. À très bientôt.